Alors, pour en arriver au microbiote du sol, je suis partie du microbiote intestinal. Et au début, mes études, c'était vraiment tout ce qui était neuropsychologie, psychologie et neurosciences. Et je suis donc fortement tombée, on va dire, malade. J'ai eu une infection au candida albicans qui était assez forte et une dysbiose intestinale que j'ai toujours d'ailleurs. Et à partir de là, en fait, j'ai voulu comprendre pourquoi j'étais extrêmement malade. J'avais plus de système immunitaire. J'avais une trentaine d'années, pas plus, peut-être moins. Et en gros, j'ai voulu comprendre pourquoi j'étais malade. Et donc, j'ai commencé à regarder ce que je mangeais. Ensuite, j'ai regardé comment c'était cultivé. Et après, j'ai regardé le sol. Et je me suis entourée de différents experts et expertes. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, donc en fait, je suis ce que je mange. Et ce que je mange pousse dans le sol. Et aujourd'hui, le sol, pour moi, quand on parle d'un sol pauvre, c'est pas un sol pauvre en nutriments, c'est un sol pauvre en microbiote. Et donc, voilà le petit cheminement qui s'est étalé sur en gros 10 ans. Alors, effectivement, la vie a fait que je suis allée d'opportunité en opportunité. Donc, à l'époque, j'étais aux États-Unis, à New York, pour faire donc mes études. Et puis, c'est là où il y a eu cette interruption. Je suis tombée malade. Puis après, je suis allée en Asie. Et en Asie, j'ai vraiment découvert des techniques culturelles différentes, surtout pour le maraîchage, au centre du Vietnam, au village de Cha Quay. Et puis après, tout simplement, je me suis d'abord formée. Je suis partie du terrain pour modéliser des techniques d'outils de régénération des sols, mais aussi des outils de transition alimentaire. Je ne suis pas ingénieur agronome, je ne suis pas microbiologiste de formation initiale. Je le suis devenue après. J'ai suivi des cours aux États-Unis pour faire de la microbiologie, des techniques de vermicompostage, des techniques de compostage, comment élever des micro-organismes. Après, je me suis formée. Là, je suis en doctorat que je termine l'année prochaine au CNAM à Paris, en collaboration avec les CNRS, avec le docteur Norbert de l'IRSN. Et donc, tout ça, c'est un cheminement d'une bonne dizaine d'années. Alors, on commence à parler du microbiote intestinal parce que l'être humain est profondément autocentré, mais c'est une sorte de grand fractal au final, le vivant, parce que faut comparer le sol à un énorme intestin sur lequel on marche, et donc l'intestin sol est censé avoir lui aussi un microbiote, et les deux microbiotes sont composés de 5 acteurs, bactéries, champignons, qui sont des décomposeurs, donc on a nous aussi. Après on a des protozoaires, qu'on a aussi dans notre intestin, des nématodes qu'on ne devrait pas trop avoir normalement, sinon on a des problèmes, et par contre que le sol doit avoir, et des micro-arthropodes qui sont des petits insectes microscopiques comme le colangole que le sol a. Donc le microbiote du sol a 5 acteurs et il doit être en nombre, en lien et en biodiversité pour fonctionner et faire que le sol va résister à des fortes pluies, va résister à de l'érosion, va résister à du ruissellement, va infiltrer l'eau, stocker l'eau, la remettre à sa place dans le sol au niveau des nappes phréatiques. Je trouve pas trop justement où on va parler de la faune que l'on voit à l'œil nu. Moi aujourd'hui je parle de la faune microscopique, donc bactéries, champignons qui sont des micro-organismes, et après je vais à l'échelle au-dessus, on va appeler ça la microfaune. C'est celle qu'on va voir sous la lamelle, comme je t'ai fait voir, et après on verra le ver de terre. Donc le ver de terre il est macroscopique, on le voit, on n'a pas besoin de sortir un microscope. Et donc, effectivement, on a compris dans la conservation du sol qu'il ne fallait pas labourer, qu'il ne fallait pas mélanger les différents horizons et qu'il fallait éviter la déstructuration du sol. Mais on n'a pas encore compris vraiment que derrière, il y a cette échelle trophique, on appelle ça la chaîne alimentaire, en anglais on appelle ça le soil food web. Donc c'est vraiment la chaîne alimentaire du sol qui a différents étages. S'il y a une chaîne alimentaire au-dessus du sol, on a une chaîne alimentaire en dessous du sol aussi, et qui est ultra importante pour faire fonctionner le sol. Mais dans l'agroécologie, effectivement, aujourd'hui, dans le monde non scientifique, je trouve qu'on a un énorme impensé, un énorme trou dans la raquette, c'est qu'on ne pense pas le sol
comme un microbiote. Donc on est en train de planter des arbres, par exemple, dans des sols qui ne sont pas du tout prêts pour accueillir des arbres. L'arbre, c'est vraiment sur la succession écologique, la fin de l'écosystème, le développement, il y a une biomasse fongique énorme, et on le met souvent dans un sol qui est à dominante bactérienne. Donc on a vraiment cette incompréhension du sol. Pause. Donc oui, effectivement, dans l'agroécologie, on n'a pas pris en compte cette dimension, ou alors très peu. Mais il n'y a pas que dans l'agroécologie, c'est pas non plus pris en compte dans la permaculture, c'est pas pris en compte dans les grands programmes avec les agendas climatiques. Souvent, tu remarqueras que la FAO ou ce type d'organisation vont avoir des grands agendas pour lutter contre le dérèglement climatique. On veut restocker l'eau, mais on ne parle pas du sol. Donc il y a vraiment, c'est l'impensé, le sol. Et pourtant, c'est le socle de notre civilisation. Donc si on fait un peu les choses pour moi à l'envers, on va d'abord, comme je t'expliquais, planter des arbres, remettre de l'eau, mais en fait c'est l'inverse. Il faut d'abord soigner le sol, et qui ce sol, une fois soigné, va être en mesure de remplir ses fonctions, stocker l'eau, rendre les nutriments biodisponibles, rester structuré, donc pas d'érosion, éviter les inondations, pouvoir justement permettre aux arbres de bien s'enraciner. Alors qu'aujourd'hui les arbres, il y en a 1 sur 2 en moyenne qui meurt. Alors, la question de la régénération du sol, elle a un problème majeur aujourd'hui, pareil, qui est un autre impensé, qui est en combien de temps le sol va-t-il se régénérer? Donc oui, effectivement, avec les méthodes de l'agroécologie, on va avoir le sol qui va se régénérer. Le sol, il n'a pas besoin d'humains. Maintenant, c'est en combien de temps mon sol sera en mesure d'être capable de me fournir ses fonctions et ses services dont moi, agricultrice, je vais avoir besoin pour nourrir ma famille et gagner ma croûte. Et en plus de ça, deuxième service, assurer une sécurité alimentaire sur un territoire. Donc ça, c'est hyper fondamental parce que les délais de régénération d'écosystèmes sols ne sont pas calibrés sur les besoins alimentaires des humains ni des animaux. Par rapport donc à ces deux problématiques qui sont de l'ordre de la temporalité, on a possiblement une méthodologie qui, en tout cas sur laquelle je travaille scientifiquement, et il n'y a pas que moi, il y a plein de littérature scientifique depuis les années 2000, ou les années 90, qui travaillent avec les méthodologies avec lesquelles je déploie en fait des expérimentations pour avoir des résultats. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle la vermiremédiation ou vermicompost, c'est-à-dire c'est le fait d'élever des micro-organismes et cette petite microfaune du sol, donc je rappelle bactéries, champignons, protozoaires, nématodes, micro-arthropodes, par le biais d'un élevage de lombricompost, donc de vers de terre épigés. Donc c'est un peu, on pourrait l'appeler vulgairement un lombricompost, sauf qu'aujourd'hui le lombricompost est fait n'importe comment. Ce lombricompost n'est pas fait en fonction des besoins physiologiques du ver de terre, ce qui fait que bien souvent on a plutôt des choses putréfiées, des vers qui meurent, ou voilà, on ne sait pas trop, on y va à tâtons. Donc cette technique de vermicompostage ou de vermiremédiation va avoir deux utilisations, un ensemencement avec des inoculats au sol et des protections foliaires pour proposer des alternatives de gestion des maladies. Alors cette méthode de vermicompostage, en tout cas, elle a d'abord été sous une forme expérimentale pour regarder ses effets à la fois sur la gestion de maladies, par exemple sur les vignes, est-ce qu'on pouvait arrêter le cuivre et le soufre et le remplacer par des pulvérisations foliaires, et est-ce qu'on peut par exemple faire des ensemencements au sol avec des petites machines ou des grosses machines. Donc une fois que ça a été expérimenté, il y a une petite procédure assez standardisée pour le coup, et ça c'est aussi les travaux du Dr Ingham, qui est effectivement très transférable pour le commun des mortels, les amateurs au potager, et après sur les filières agricoles, du maraîchage à l'élevage, en passant par la vitie et la grande céréale. Alors, aujourd'hui, malheureusement, le compost, on aurait besoin de revoir la définition parce qu'aujourd'hui, le compost, il est mal fait. Il n'est souvent pas digéré.
Deuxièmement, il ne comporte aucun microbiote. Et quand il en a, c'est, on va dire, un microbiote qui est pathogène, comme des nématodes phytophages, celles qui vont manger les racines. Pourquoi ? Parce que les réglementations européennes ne sont pas calibrées sur le règlement intérieur du vivant. Et donc cette désynchronisation fait que on gâche pour moi de la matière organique parce qu'on n'a pas bien acquis la technique du compostage et du vermicompostage. Alors que si c'était transféré aux communautés de communes, à la gestion des biodéchets et que les choses étaient standardisées pour le coup, on aurait non seulement une optimisation de la matière organique locale, et on participerait en fait à la régénération du microbiote local, à la fois sur les filières agricoles et pour les amateurs potagers. Donc on n'optimise pas par méconnaissance, effectivement. Alors tout à fait, une mauvaise technique de compostage. Donc les problèmes aujourd'hui qu'on voit, c'est que beaucoup de scientifiques disent que le compost, ça relâche beaucoup de CO2. Effectivement, lorsqu'on va faire... le compostage, c'est quoi ? C'est une décomposition de la matière organique. La matière organique, c'est le menu du restaurant des micro-organismes. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué à un moment, on a 4 univers. On a l'univers très aéré, oxygéné, aérobie. On a l'univers facultatif, on a l'univers anaérobie fermenté, et on a l'univers anaérobie putréfié. Mais aucun, en fait, être vivant, ni végétal, ni culture, ni élevage, doit se situer dans la case anaérobie putréfiée. Très peu dans l'anaérobie fermentée. Nous avons un système digestif anaérobie. Mais le sol est un intestin, dont 80 à 90% normalement du sol doit être aérobie, oxygéné, avec très peu de zones anaérobie. Et donc aujourd'hui on fait un compost majoritairement étouffé, sans oxygène, ça sent pas bon, tout ça, ces odeurs de vomi, ça vient de la putricine, c'est relâché par beaucoup de bactéries, et donc malheureusement on fait des choses qui ne sont pas optimisées et qui potentiellement pourraient être dangereux, qui relâchent des gaz à effet de serre. Il n'y a pas que le CO2, il y a souvent tout ce qui est nitrogène, enfin azote, conditions anaérobie, pouf, on fait du gaz à effet de serre. C'est dommage. C'est-à-dire qu'en plus, la matière organique n'a même plus de nutriments, puisque tout est parti en gaz à effet de serre à cause de la case anaérobie. Alors pour le coup, je suis très optimiste pour la Corse, parce que effectivement, en termes de texture du sol, ce qui est différent de la structure du sol, la texture du sol, c'est un peu comment la maison elle est faite. Est-ce qu'elle est en parpaing ? Est-ce que c'est un mât provençal ? Est-ce que c'est une petite paillote ? Et donc effectivement, la granulométrie du sol va interférer énormément dans la restitution et le rétablissement du réseau trophique du sol, de la chaîne alimentaire du sol. En Corse, on est, en tout cas ici, sur du sablonneux, limoneux. Il y a des poches d'argile, mais c'est voilà, le grand maximum que j'ai pu voir, c'était 15% d'argile à Loumio. Voilà, moi qui suis dans le sud-est, dans la Drôme, avec un pourcentage d'argile avec lequel on fait de la poterie, effectivement, l'argile, le calcaire, c'est un défi. Et c'est une conduite agricole aussi complètement différente, parce que le feuillet d'argile aura tendance de toute manière à se tasser, et donc la maison se déstructure et donc ne permet pas d'héberger les habitants du sol. Alors qu'en Corse, ouais, quand même, je suis assez optimiste. Après, pour certaines régions de la Corse, comme la Valagne, je dirais que le problème, ça sera le manque de précipitations, mais si on humifie le sol, quelle que soit sa texture, si on relocalise la matière organique, qu'on la garde en Corse, et que cette matière organique est optimisée pour réélever ce microbiote du sol, remettre les petits habitants du sol, je pense qu'on peut avoir quand même des résultats assez importants. Et sur les filières agricoles telles que la viticulture ou la céréale ou le maraîchage, ça permet d'éviter in fine l'importation d'engrais, l'importation de biocides pour la gestion des filières. Un sol qui fonctionne, c'est des coûts de production en moins pour un agriculteur. Donc ça, il faut quand même le garder en tête, et c'est une autonomisation garantie. Parce que si on dépend des chaînes d'approvisionnement pour cultiver, c'est quand même problématique.
Alors, le tassement du sol, c'est l'ennemi public numéro 1. C'est par là que commence toute cette cascade, on va dire, négative de rétroaction et qui s'enchaîne. Un tassement du sol, ça veut tout simplement dire que si on a par exemple 10 bars, 20 bars, on doit exercer une pression de 10 bars ou 20 bars pour pénétrer le sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau ne va pas pouvoir rentrer en profondeur, à moins qu'il pleuve à 10 à 20 bars, mais là je pense qu'il faut vraiment qu'on se planque. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que donc la maison est effondrée, les habitants du sol sont partis. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc ça veut dire que par contre les pathogènes, eux, pour les cultures, vont adorer cet environnement anaérobie. Et donc le mildiou, l'odium, c'est vraiment des nématodes phytophages, c'est vraiment des conditions anaérobies dans le sol. Donc ça c'est le début, on va dire, de la fin. Parce que une eau qui s'infiltre plus parce que le sol il est tassé, c'est une eau qui va remonter en atmosphère. Là pour le coup je suis pas hydrologue, mais tous les collègues hydrologues diront qu'aujourd'hui le cycle de l'eau est interrompu parce qu'il n'arrive plus à être à sa place dans le sol. Donc c'est vraiment le tassement du sol, tout part de là, jusqu'à ce dérèglement climatique, c'est-à-dire que un sol labouré, un sol travaillé, c'est un sol qui va relâcher du protoxyde d'azote. C'est un sol qui va relâcher du CO2. C'est un sol qui ne va pas infiltrer l'eau. Donc c'est un sol qui ne remplit plus ses fonctions et qui ne rend plus ses services à une civilisation. Il faut oublier qu'il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas de sol. Ou alors on va faire les pompiers partout, les assurances ne voudront plus assurer les problématiques que nous avons. Alors en parallèle de mes travaux de recherche, j'ai une entreprise où je transmets tous mes travaux de recherche, ces formations, où je fais aussi beaucoup d'expérimentations. J'accompagne des grabs, donc Agribiodrome, mais il y a Agribio 84, Agrobio 47, potentiellement Interbio-Corse, on croise les doigts. D'autres structures, là j'ai été sollicitée par la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Et puis à côté de ça, je vais aussi accompagner des collectivités territoriales lorsqu'il y a un déploiement de projets alimentaires territoriaux ou des commissions agricoles sur des territoires. Donc les accompagner, c'est semer des graines pour pouvoir réparer les sols, effectivement. Les maraîchers, bon, pour moi, ça fait partie des filières agricoles, mais les particuliers ont un rôle à jouer parce qu'ils peuvent, par exemple, si on a une structure agricole un peu fragile, peut-être qu'à côté, quelqu'un qui a un potager amateur ou un particulier va pouvoir prendre en charge l'élevage de micro-organismes par vermicompost. Donc on peut non seulement en plus de ça, ça refaire du lien entre les gens. Reconnecter avec les paysans, c'est quand même fondamental. Aujourd'hui, les gens ne savent pas d'où viennent leur bouffe. C'est quand même sympa de savoir que c'est monsieur Sanguinetti qui m'a donné les melons aujourd'hui. J'ai visité son champ, il est à côté, à 7 minutes de voiture. Tout à fait. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui le montrent, et notamment sur le lait. Je pense aux éleveurs qui ont souvent des coûts de production qui sont des injections de sélénium. Le sélénium, c'est un oligo-élément hyper important pour que les équins, les ovins, les brebis, les chèvres, tout ça, puissent mettre bas correctement et des petits non dégénérés. Une carence en sélénium, ça se transforme en coût de production pour l'éleveur et c'est pas très agréable non plus pour le confort de l'animal. Et en fait, tout simplement, on a dans notre complexe argilo-humique, dans notre structure, dans notre sable, dans notre limon, dans notre argile, du sélénium. On a tout. C'est juste qu'il n'est pas biodisponible pour les racines des plantes, donc de la pâture, par exemple. Donc si on va réensemencer des pâtures, remettre les réseaux trophiques du sol en place dans la pâture, et que mon animal va venir en fait pâturer, nécessairement le lait va être d'une meilleure qualité nutritionnelle, puisqu'on va le retrouver dans son corps. Un peu comme nous, en fait. Aujourd'hui, on n'arrive pas à vraiment s'alimenter. On a des carences en vitamines, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et pour le coup, la littérature, on peut aller la chercher sur Google Scholar. Parfois, elle est disponible, parfois, elle est moins disponible, mais en tout cas, il y a de la littérature, il y a de la documentation. Donc, un sol vivant, un sol avec le bon microbiote est un sol qui est en capacité de
de fournir une alimentation meilleure, quelle que soit la filière, même la grappe de raisin. Et normalement, le microbiote, il est censé envelopper ton légume ou ta grappe de raisin. Tes levures. Aujourd'hui, en viticulture, c'est un grand débat, on achète les levures. Elles sont censées être dans le sol, les levures. Donc voilà. Donc les bactéries aussi, il faut les bonnes bactéries, pas les mauvaises. Et puis un sol, c'est pas que des bactéries. On n'en manque pas de bactéries. On manque de tout le restant. Alors, petit retour sur ce problème du tassement du sol. On parle de compétition racinaire souvent. C'est pour ça qu'on se bat contre les mauvaises herbes qui sont en fait des plantes pionnières parce que le sol n'aime pas être nu, donc il aura toujours tendance à se couvrir. Et cette succession végétale est causée par la succession biologique. Complexification au fur et à mesure du temps. Mais si mon sol est tassé, mon sol ne peut pas avancer. Donc quand mon sol est tassé, imaginons, il est tassé à 10 cm de profondeur. Là, bien sûr que oui, on va être dans un système de concurrence extrêmement forte. Concurrence hydrique, concurrence pour les nutriments. Et là, on va passer notre temps, on n'est plus des agriculteurs, on est des désherbeurs. Ou alors, on va devoir faire appel au Roundup, et c'est un problème. Donc, lorsque on casse cette semelle de labour et qu'on arrive à la maintenir, on arrive à maintenir la pénétrabilité du sol, parce qu'on a replacé le microbiote du sol, et le rôle du microbiote du sol, c'est de maintenir la porosité, de faire ces tunnels, ces galeries, pour améliorer la portance du sol, et donc pour éviter ce tassement. Dès lors qu'il va y avoir ce tassement, on aura des racines qui seront horizontales. Donc il y a Claude et Lilia Bourguignon qui ont fait voir il y a quelques années ces fameuses racines fuyantes sur les pieds de vigne. La vigne, quand même, c'est une liane, il faut y aller pour qu'elle pousse au niveau périphérique. On est au-delà de 20 bars de pression dans le sol, quoi. Et donc, tout ça, alors ma carotte, ma petite tomate, avec leurs petites racines qui ne sont pas des lianes comme la vigne, ben bien sûr que oui, que tout ça, ça va faire un paillasson, en fait, horizontal de racines. Et là, tout le monde va être en concurrence. C'est comme si toi et moi, on allait vivre sur 1 mètre carré pendant 3 mois. Dans la méthodologie, c'est 1, je fais mes élevages microbiens, je décompacte mon sol, je réensemence, je regarde si la mayonnaise a pris, comment est-ce qu'on le voit souvent avec un compactomètre, c'est-à-dire que on n'aura plus besoin, l'objectif c'est qu'on arrête le travail du sol. Le travail du sol, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, sinon on perd en productivité et c'est ce qui se passe. C'est la case manquante, on en parlait dans l'agroécologie. C'est un oublié. Dans l'agriculture de conservation. Dans l'agriculture de conservation du sol, on utilise du glyphosate. À cause justement de cette compétition racinaire, ça fait baisser la production en blé dans la filière céréale. Pour éviter à mettre la petite souplette chimique, je pense qu'il faut remettre la petite souplette biologique. On a oublié de réparer le sol, le microbiote du sol. Donc c'est normal que le sol il reste compacté, parce qu'on n'est pas sur les mêmes temporalités. Le sol, il va se régénérer en 500 ans. Mais toi, tu seras déjà mort. Moi, pareil. Tu comprends ? Donc, il faut à tout prix remettre cette brique-là avant toute chose, avant toute transition. Avant d'arrêter le non-travail du sol, il va falloir tenter de le réanimer, de le réensemencer. Et là, après, on va pouvoir négocier un arrêt du travail du sol sans perdre en termes de rendement et donc de mettre en insécurité alimentaire. Alors, pour un jardinier, pour un maraîcher, pour une petite surface, tout à fait. Pour des grandes surfaces, ça serait bien d'avoir un coup de main des chambres d'agriculture, d'avoir une PAC, je vais prononcer et je vais être optimiste, d'avoir une PAC agroécologique. Il faut qu'il y ait l'aide de la commande publique pour instaurer ce type de conduite.